bonjour à toutes les personnes qui sont déjà présentes donc pour ce webinaire qui concerne donc la société PrediLife, voilà, qui sera animé donc par Stéphane Ragusa, que vous voyez à l'écran juste au-dessus de moi, donc PDG et fondateur de la société PrediLife. Je vous rappelle qu'il cote sur Euronext Growth, hein, c'est une valeur éligible au PEA et PEA-PME. Donc Stéphane est là pour faire un petit point, bien sûr, sur l'entreprise. Alors déjà l'historique, un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'entreprise, donc ses différents métiers, et principalement, bon, bien sûr, il va nous parler du cancer du sein, je pense, donc avec Mammorisque, et puis peut-être d'autres développements à venir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, hein, je les retransmettrai directement à Stéphane. Voilà, donc bonjour Stéphane, bienvenue. Bonjour Christian. Voilà, bonjour. Alors avant tout, juste avant de commencer, et puis donc de présenter un petit peu, c'est vrai, donc les développements à venir, est-ce que vous pouvez rappeler déjà un tout petit peu l'historique de PrediLife? Alors PrediLife, prédire la vie, c'est ça, c'est quoi en fait, entre guillemets? Pourquoi ce nom? Rappelez-nous un petit peu l'origine. Oui, l'origine est venue d'une question personnelle. Quels sont mes risques de maladie à moi? Est-ce que je peux les anticiper? Donc à l'époque, c'était il y a 20 ans, hein, j'avais la trentaine. Je me suis demandé quelle était ma trajectoire. Est-ce que ça valait la peine aujourd'hui de modifier mon régime alimentaire ou modifier un mode de vie pour en bénéficier 20 ans plus tard, pour être moins malade, éviter un infarctus, etc. Quelle est ma trajectoire? Où est-ce que je vais en matière de santé? Je pense que c'est une question que chacun peut se poser à titre personnel dans sa vie. C'est ce qu'on fait en matière de santé ou c'est très peu employé. Donc voilà, donc la question, elle est venue, une question, je dirais, fondamentale. Qui suis-je, d'où je viens, où je vais, et on applique ça en matière de santé et on est précurseur dans ce domaine. Parce qu'à partir de cette question fondamentale qui a été traitée sur plein de plans, et bien finalement on voit qu'on peut faire des choses en matière de santé qui ne sont pas faites aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas quel est le risque quelle est votre trajectoire en matière de santé en général. Voilà. D'accord. Mais vous êtes spécialisé quand même dans un domaine bien précis, c'est ça? Alors, on a commencé dans le cancer du sein. Oui. Mais cette démarche-là, elle peut se généraliser. On la généralise. Quelle est la trajectoire, quels sont vos risques de principales maladies? Cancer effectivement du sein, de la prostate, de l'infarctus, etc. Aujourd'hui, en général, tout cela est très mal anticipé. Donc, on a commencé par le cancer du sein. C'est vrai, parce que c'est une des grandes maladies qui existent. Le cancer de la prostate aussi, la cardio, mais c'est une grande maladie qui touche beaucoup de gens jeunes. Ce qui n'est pas le cas du cancer de la prostate, du cancer du côlon, voire même le cancer du poumon, qui touche les gens ultérieurement. En fait, la première demande médicale en matière de santé publique, elle est autour du cancer du sein. Je crois que tout le monde peut connaître des femmes qui ont eu un cancer du sein à 50 ans, voire parfois à 40 ans. Voilà, on connaît personne, moi je connais personne qui a eu un cancer de la prostate à 50 ans ou à 40 ans. Voilà. Donc on voit bien que c'est un vrai problème. Et donc, quel est le risque de maladie, quel est le risque de cancer du sein chez des femmes, donc on va dire jeunes, qui ont 40 ans, 50 ans, pour savoir est-ce que ça vaut la peine de commencer des examens de mammographie aujourd'hui, plutôt qu'à attendre que la tumeur soit grosse, qu'elle soit découverte trop tard. Voilà ce qu'on fait. On fait des tests prédictifs en matière de cancer du sein. Parce que le cancer du sein, il me semble que c'est le quatrième, en fait, au niveau en termes de décès. Après, donc il y a le poumon, je crois, il y a le foie. Il y a l'estomac, non, c'est ça, et puis il y a le cancer du sein qui est là, qui arrive derrière, non, c'est ça? Alors oui, c'est parmi les premiers, effectivement, mais la grande différence, c'est l'âge. Ça veut dire que l'âge moyen de décès par cancer de la prostate, c'est au-delà de 80 ans, et donc le nombre d'années de vie perdues, finalement, est assez faible. L'âge moyen de décès par cancer du sein est beaucoup plus jeune. L'âge médian de découverte est plutôt à 60 ans, donc le nombre d'années de vie perdues, en fait, est beaucoup plus important pour le cancer du sein que pour le cancer de la prostate ou le cancer du côlon, du poumon. Et en fait, au plan épidémiologique et même au plan de la vie en général, ce qui est embêtant, c'est pas de décéder d'un cancer à 85 ans, c'est d'en décéder à 50. Voilà. Mais c'est vrai que les femmes les plus touchées, apparemment, c'est ça, c'est le panel 45-69 ans, c'est ça? Et après, il y a un peu plus âgés. Mais il y a quand même pas mal de cas jeunes, c'est ça, entre 20 et 45 ans, c'est ça ou... Oui, les courbes d'incidence ne font que monter, c'est-à-dire qu'il y a plus de risques quand même à 80 ans qu'à 60 et qu'à 40. Et voilà, c'est pas une maladie des personnes jeunes, mais il y a beaucoup de personnes jeunes qui sont atteintes. Je vais donner quelques chiffres. Vous avez 10 000 cas de cancer du sein aujourd'hui chaque année en France avant 50 ans.
et 1000 décès. On parle de 1000 décès de femmes qui ont moins de 50 ans, c'est quand même important. On n'a pas du tout les mêmes chiffres pour le cancer de la prostate, où vous allez avoir, je crois que les chiffres, c'est 10 décès avant 50 ans par rapport à 1000. Voilà, donc il y a beaucoup de femmes jeunes qui sont touchées, beaucoup d'hommes âgés qui sont touchés aussi, et il y a une incidence qui a beaucoup cru ces dernières années. Il y a un doublement du nombre de cas de cancer du sein en une génération. Alors, il y a 60 000 cas chaque année en France, il y en avait moins de 30 000 en l'an 2000. Donc c'est une maladie qui est en croissance à cause des modes de vie. Alors on peut dire que c'est les perturbateurs endocriniens, on n'a pas vraiment trouvé les causes. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de cancers du sein, une femme sur 8, et finalement, il y a 13 000 décès chaque année. Donc, c'est un vrai problème. On parlera bourse, mais on parlera finance, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a un vrai problème que l'on adresse avec une valeur ajoutée considérable. Je vais donner quelques chiffres avant d'arriver aux chiffres financiers, mais on peut réduire ces chiffres de mortalité au moins de 20-30%. Donc en gros, au lieu d'avoir 13 000 décès chaque année en France, vous pouvez avoir 3 000 décès en moins chaque année. En identifiant les femmes qui sont à risque, en faisant des examens plus tôt pour leur éviter de faire un cancer métastatique. Donc on parle de 3 000 décès en moins. Donc là, le projet a un intérêt médical, social, majeur, et ça va se retranscrire évidemment dans les chiffres en France et ailleurs. Voilà, donc, il ne faut quand même pas perdre de vue ce point de vue. Et donc, c'est vrai que le taux, entre guillemets, comme on dit, de taux de survie est beaucoup plus élevé. Si c'est découvert à un stade précoce, du coup, c'est un peu votre métier. Oui, c'est assez simple. Si un cancer du sein, mais c'est pareil pour le poumon, le pancréas ou autre, est découvert au stade local, eh ben, on enlève la tumeur, on fait une exérèse, et la tumeur, elle va faire 1-2 cm pour le sang. Le chirurgien contourne les tissus, enlève donc la tumeur en prenant un petit peu large, et ça se fait en ambulatoire. Donc les patients rentrent chez elles à la fin de la journée. Et donc c'est une maladie bénigne locale, quand elle est prise au stade dit 1, au stade local. À partir du moment où elle est au stade régional, avec un envahissement des ganglions voisins, il y a des risques que ça se propage. Quand elle est prise au stade métastatique, et après, on n'arrive plus effectivement à la traiter par la chirurgie. Et donc c'est la chimio, etc., avec des taux de survie qui sont autour de 20% à 5 ans quand la tumeur est au stade métastatique. Donc l'idée est très simple. Il faut identifier le problème quand il est petit, au stade local. On parle de cancer du sein, mais c'est valable pour tous les sujets, bien sûr. Voilà, c'est valable pour tous les cancers, c'est valable dans la vie en général. Il faut prendre le problème à la racine, et si vous le traitez à la racine, vous évitez de le traiter tardivement. C'est ce que rend l'adage populaire, il vaut mieux prévenir que guérir. Bon, voilà, c'est valable tous les domaines. Oui, mais il y a peut-être un problème là, parce que là, sûrement, les études sont faites sur un panel de personnes. Or, chacun est un peu est différent. Donc, est-ce qu'il ne faut pas plutôt regarder justement le risque de personnes, comme on dit, individuelles, pour justement améliorer un petit peu je ne sais pas. Oui, tout à fait. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, je dirais, mathématique. Est-ce qu'on traite des individus à partir de données sur des populations À quel point ces éléments collectifs s'appliquent à des individus? Ça, on le mesure mathématiquement. Chacun comprend bien que effectivement, on est unique. Enfin, le cholestérol du voisin, c'est le même que le mien. Il se fixe moins bien, et donc si le cholestérol a un impact dans la population, il va avoir un impact sur moi. Le tabac, c'est pareil. On a mesuré que le tabac avait un effet sur le cancer du poumon des populations, qui n'est pas moi. Enfin, on comprend bien que si moi je fume, ça va augmenter mon risque de cancer du poumon. Donc on arrive à mesurer comme ça la capacité prédictive de paramètres estimés sur des populations, sur d'autres populations. Et en gros, on voit qu'on arrive à peu près à comprendre la moitié du sujet. Donc ça veut dire que quand on a l'âge, le cholestérol, la génétique, etc., on comprend une bonne partie de votre risque, mais il y a une partie individuelle, effectivement, qui n'est pas comprise, et qui n'est pas reproduite entre vos frères et vous. Voilà, mais quand même, on comprend bien les choses. Encore une fois, je prends l'exemple du tabac, de l'âge, on voit bien que ça a un impact. Alors, j'ai une question de la part de Serge, mais elle est hyper technique. Prenez-vous en compte la présence surnuméraire des protéines BCL2 qui permettent de prédire à 7 ans l'apparition d'un cancer?
Non. Nous prenons en compte des paramètres qui sont dans des bases de données historiques. Donc, tout ce qui est nouveaux paramètres, en général, n'est pas pris en compte dans les modèles, parce que pour qu'un paramètre soit pris en compte, pour le futur, il faut qu'on ait pu mesurer dans le passé qu'il ait un rôle prédictif. Donc, il y a un temps de retard, forcément, dans les modèles prédictifs par rapport aux dernières découvertes. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, du coup, de MammoRisk? Qu'est-ce que c'est que MammoRisk? Et puis, voilà. MammoRisk, c'est assez simple, c'est un test qui permet de prédire le risque de cancer du sein. Donc, les paramètres que l'on renseigne, c'est l'âge de la patiente, son histoire familiale, est-ce que sa mère, sa grand-mère, sa sœur ont eu un antécédent, ses antécédents personnels, est-ce qu'elle a déjà fait une biopsie du sein, sa densité mammaire, et puis surtout un test génétique. Donc, on prélève un échantillon de salive, on mesure des centaines de paramètres sur cet échantillon de salive, des centaines de gènes, et à partir de ça, on a un risque génétique. Donc, avec l'âge, la partie génétique, la partie antécédents personnels et familiaux, on donne une probabilité de risque de cancer du sein, 3% à 5 ans, et en fonction de cette probabilité de risque, on peut dire à une patiente, vous êtes à haut risque, donc commencez à regarder, à faire des examens vers la quarantaine pour justement identifier tous ces cancers métastatiques plus tôt et arriver à baisser la mortalité, et donc gagner comme ça 3000 décès en moins. Voilà ce qu'on fait. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous dire un petit peu, un petit mot sur une étude européenne apparemment à laquelle vous participez, qui s'appelle MyPEBS, je crois, MyPEBS, qui apparemment vient de terminer sur le recrutement de ces patients pour les années à venir. Donc, on aura, je crois, les résultats, il me semble, dans 2027 ou un truc comme ça, non? Oui, MyPEB, ça veut dire My Personalized Breast Screening. Aujourd'hui, le dépistage du cancer du sein, c'est valable pour le cancer du côlon ou les autres dépistages, il est fait en fonction de paramètres collectifs. Si vous êtes au-delà de 50 ans, c'est valable pour le sein, c'est valable pour le côlon, vous pouvez faire tel examen. Donc, mammographie tous les 2 ans pour les femmes. Donc, c'est un dépistage qui est très peu personnalisé, qui est personnalisé en fonction de l'âge. Donc, nous, ce qu'on fait, et ce qui est proposé dans l'étude clinique européenne MyPEPS, donc c'est My Personalized Breast Screening, un screening personnalisé par rapport à un screening assez uniforme, consiste à identifier le risque de toutes les femmes européennes. Donc là, on commence sur 50 000 femmes en Europe, identifier le risque de toutes les femmes pour voir si ça vaut la peine qu'elles commencent les examens à 40 ans, 50 ans, et avec plus ou moins d'intensité. Ça veut dire mammographie tous les ans, tous les 2 ans, ou pas du tout, échographie, voire IRM. Voilà l'objectif de l'étude clinique. Donc, il y a des patientes qui ont été recrutées dans 7 pays européens. Donc, ça fonctionne en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Allemagne, jusqu'à Israël. Et l'objectif, c'est de regarder sur la moitié des femmes si ce dépistage personnalisé qui est fait en fonction de MammoRisk, c'est-à-dire que le risque est évalué uniquement avec notre modèle pour la population générale, comparé aux femmes qui sont dans le bras dit contrôle, qui ont un dépistage qui n'est pas personnalisé, qui est le dépistage standard actuel que tout le monde connaît. L'objectif, c'est de voir si dans le groupe avec dépistage personnalisé, on a moins de cancers métastatiques, parce qu'on va l'identifier plus tôt que dans l'autre groupe. Et on attend, avec cette étude clinique, à peu près 20% de cancers métastatiques en moins dans le bras avec dépistage stratifié, ce qui pourrait donner un impact médical majeur. D'accord. Alors, justement, pour revenir un petit peu sur maintenant, donc sur PrediLife et puis donc votre activité en ce qui concerne donc bien sûr le chiffre d'affaires, quelles sont vos principales ressources entre guillemets? Alors, en termes de chiffre d'affaires, aujourd'hui sur le cancer du sein, on attend les remboursements. Donc, il y a une étude clinique là, que j'évoquais de phase 3. Les inclusions sont terminées depuis le mois de décembre. J'y reviendrai certainement lorsqu'on parlera de valorisation et de finances pures. Donc, les recrutements sont finis. Les patients vont être suivis durant 4 ans. Et on aura les résultats fin 2027, début 2028. Et on aura ce chiffre que j'évoque de 20%, qui sera peut-être de 18 ou 22. Voilà, c'est le chiffre qu'on attend. À ce moment-là, les systèmes de remboursement en Europe et plus largement dans le monde, parce que c'est la seule étude clinique randomisée de ce type dans le monde, vont se mettre en place.
Donc les revenus à ce moment-là seront très importants. Seront récurrents ou comment c'est? Ah ben oui, puisqu'il s'agira d'identifier le risque de cancer du sein de toutes les femmes au-delà de 40 ans. On ne va pas les passer toute la première année. On est sur des cibles en centaines de millions de personnes, donc on aura des revenus récurrents, croissants, parce qu'il faudra évaluer le risque des femmes, le réévaluer au bout de 5 ans, parce que les méthodes auront changé, etc. Donc à ce moment-là, l'histoire sera complètement différente. Et pour des volumes que j'évoquerai tout à l'heure, mais qui sont gigantesques. Chacun peut faire des multiplications. On est sur des dizaines de millions de personnes, de femmes, avec un test qui aujourd'hui est vendu au moins 100 €. Oui, ça fait des volumes de chiffre d'affaires, de cash flow, de marge, etc., qui sont considérables. En attendant, tant que c'est pas remboursé, personne ne veut payer. Donc, les patients, effectivement, peuvent faire ces tests dans des centres hospitaliers, un peu haut de gamme, de la région parisienne ou d'ailleurs, mais même dans ces lieux qui peuvent être très chics, les patients ne veulent pas payer. Bon. Parce que ça coûte cher de se faire dépister, non? C'est un principe. La santé est gratuite, donc un test vendu qu'on vend 200 € dans une clinique haut de gamme a du mal à être vendu parce que c'est pas les habitudes. Voilà. En France, tout est gratuit, c'est comme ça. Donc c'est un principe. C'est pas que c'est cher, que les gens n'ont pas l'argent, c'est bizarre si je dois payer. Et donc, tant qu'il n'y a pas de remboursement, les volumes de chiffre d'affaires sont très faibles. En attendant, ce qu'on fait, c'est qu'on vend des bilans des entreprises qui peuvent être intéressés pour améliorer la santé de leurs salariés et qui, elles, ont la capacité de payer. Donc, on peut vendre ça à des sociétés qui ont besoin d'améliorer leur marque employeur, qui ont des réels soucis de santé, dans des secteurs où on a une main-d'œuvre qui a des emplois physiques. Voilà, donc on vend des tests comme ça, des bilans avec des médecins en visio, qui permettent d'identifier les principaux risques de quelqu'un et en donnant un protocole de prévention personnalisé en matière de cancer du sein, mais aussi d'infarctus et de différents cancers. Donc ça, c'est une offre qu'on a lancée il y a 2 ans. On a touché un peu plus de 1000 personnes l'an dernier, donc c'est très faible, mais les salariés sont contents et c'est une offre qui va marcher parce que les employeurs ont besoin de s'occuper de la santé de leurs salariés, ça leur coûte très cher en arrêt de travail et puis en désorganisation surtout. Donc ça va fonctionner, mais ça génère des chiffres d'affaires aujourd'hui, encore une fois, sans remboursement, qui sont extrêmement faibles. Je vous parle de 1000 personnes, donc du coup, vous êtes sur des chiffres d'affaires qui sont en centaines de milliers d'euros. Alors, rien à voir avec un système qui est remboursé. Mais c'est vrai que du coup, vous mettez un petit peu l'accent donc sur les entreprises, le salarié, le bien-être au travail et tout ça, non? Oui, en attendant les remboursements collectifs par les États, on vise les entreprises, donc pour leurs salariés. Donc, effectivement, on a une politique d'employés bénéfices, comme on dit dans les pays anglo-saxons, bien-être au travail, etc. Et les sociétés sont sensibles à ça. Mais c'est quand même pas leur vocation de rembourser de la santé. Ça fait des volumes beaucoup plus faibles que ce que vous avez avec des remboursements. Ouais. Mais j'ai cru voir une étude là justement qui a été faite par Ipsos qu'il y a quand même une grande majorité des salariés qui souhaitent justement, ils comprennent que l'entreprise s'investisse justement dans leur bien-être. Il y en a même qui souhaiteraient être suivis, apparemment. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les salariés sont très intéressés par ça. Parce que souvent, on se dit, les salariés, ils ne veulent pas que leur employeur soit au courant, etc. Ils ne voudront pas de ça. Non, les enquêtes et puis notre retour d'expérience montrent que les salariés, quand ils sont informés, ils ont envie de faire ça, parce qu'ils voient bien que leur santé, aujourd'hui, est prise en charge de manière trop tardive. Ils vont chez le médecin, en particulier les hommes, uniquement lorsqu'ils sont malades. Moi, je ne vais jamais chez le médecin. Voilà, sauf quand j'ai besoin d'une ordonnance pour un antibiotique. Et donc les salariés sont demandeurs. Mais les salariés, c'est pas les payeurs. Le payeur, c'est le DRH, le directeur financier, etc. Donc aujourd'hui, ces systèmes d'employés bénéfices ne sont pas très utilisés en France. C'est très connu dans les pays anglo-saxons, où la charge financière de la maladie pèse beaucoup plus sur l'employeur. En France, elle est beaucoup externalisée, collectivisée. Et donc, finalement, l'incitation pour l'employeur, et même l'assureur privé, elle est beaucoup plus faible. Mais la demande du côté des salariés en France et à l'international, elle est avérée. Les gens comprennent, effectivement, qu'il y a un besoin. Et ceux qui l'ont fait sont encore plus satisfaits. D'accord.
Vous pouvez nous donner 2-3 exemples d'entreprises ou grands ou centrales avec qui vous travaillez pour, Oui, vous êtes dans les médias, je peux vous citer TF1, par exemple, qui a accepté qu'on communique sur leur nom. Dans le domaine financier, on a travaillé avec Allianz, par exemple. On a travaillé avec des secteurs d'activité très différents, Bouygues, plusieurs filiales, Marionneau, qui sont dans la distribution. Vous voyez, rien qu'avec ces exemples, vous avez des secteurs d'activité extrêmement variables, du BTP aux médias, en passant par la distribution, l'industrie. Ça intéresse tout le monde, en fait. Oui, bien sûr. Alors, juste avant de peut-être de parler, c'est vrai, de continuer sur l'aspect financier, est-ce que, j'ai une petite question, est-ce que tous les cancers sont pris en compte, comme par exemple les lymphomes, par exemple? Non, il faut qu'il y ait un intérêt à faire une prévention personnalisée avec des examens de radiologie. Il faut que ça soit médicalement, économiquement efficace. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'examens de radiologie à faire pour identifier un cas. Donc le lymphome, c'est une maladie assez rare. Vous ne pouvez pas avoir un dépistage, une prévention de masse. Donc on se restreint aux cancers les plus prévalents. Donc cancer du sein, de la prostate, du côlon, du poumon, du mélanome, ainsi que les infarctus. Mais il y a un cancer limite, par exemple, qui est le cancer du pancréas. On ne le prédit pas, parce qu'on a fait des calculs, et il fallait 300 IRM pour identifier un cas. C'est pas la peine. C'est pas efficace. Voilà. Le lymphome, c'est pareil. D'accord. Je voulais juste revenir un petit peu sur l'aspect salarié-entreprise. Si une entreprise est intéressée, admettons, par PrediLife, comment ça se passe? Est-ce que les salariés sont obligés d'adhérer, pas adhérer? Comment ça se passe? Parce que là, ils vont pas chez le médecin, en fait. Ils vont pas faire. Voilà, comment ça se passe? Ils ont un médecin. Ils ont un médecin en visio. Donc ça veut dire que si une entreprise est intéressée par nos solutions, la DRH envoie un mail aux salariés. Les salariés qui sont intéressés se connectent sur notre site. Il y en a, mettons, la moitié qui vont se connecter. Ceux qui ne sont pas intéressés, ils ne sont pas forcés. On ne force personne, évidemment. La moitié qui est intéressée se connecte sur notre site. Là, prend rendez-vous avec un médecin la semaine prochaine, comme avec Doctolib. Là, le médecin en visio dit voilà ce qui va vous être proposé. Je vais vous envoyer un test génétique salivaire à la maison si vous êtes d'accord, si vous me donnez votre consentement. Je vais vous demander de remplir quelques questions pour savoir ce qui est arrivé à vos grands-parents, à vos parents en matière médicale. Je vous propose d'aller faire une analyse de sang dans un laboratoire à côté de chez vous pour avoir votre cholestérol. Et puis, on se revoit dans un mois en visio, et c'est ce qui se passe. Donc, les personnes reprennent rendez-vous un mois, 2 mois plus tard, quand elles ont tous les éléments. Et là, le médecin leur dit, en fonction des éléments que vous m'avez fournis, test génétique salivaire, etc., voilà quels sont vos principaux risques de maladie, voilà ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc, il y a 2 visios, et à la fin, la personne repart avec ses risques auxquels elle a accès, des pourcentages, mais c'est pas ça qui l'intéresse, et elle repart surtout avec une conduite préventive adaptée. En matière de cancer du sein, on l'a dit, mammographie, etc. En matière de risque cardiovasculaire, aller faire tels examens chez un cardiologue, et puis ainsi de suite. D'accord. Bon, pour l'instant, vous êtes plutôt orienté Europe, ou vous avez plutôt l'intention aussi d'aller vers les États-Unis, par exemple, mais ça demande peut-être une étape après ou... Les États-Unis, effectivement, en matière de santé, c'est plus de la moitié des dépenses mondiales, et puis c'est un pays qui est très appétant à l'innovation. Mais il y a beaucoup de concurrence aussi sûrement là-bas. Tout à fait. Mais il y a des marchés avec des possibilités de remboursement beaucoup plus rapides. Parce qu'en France, on rembourse pour 60 millions de personnes ou pour zéro. Donc évidemment, c'est beaucoup plus tardif, c'est beaucoup plus lourd. Là-bas, vous avez peut-être 150 acteurs qui peuvent rembourser. Donc c'est plus rapide. Effectivement, il n'y a plus de concurrence, c'est plus dynamique. Donc les États-Unis, c'est effectivement un marché sur lequel il faut aller à condition d'avoir les financements pour. On ne peut pas y aller en amateur. Les salariés américains sont relativement volages, on en a fait l'expérience. Donc il faut d'abord qu'on fasse nos preuves en France, ensuite en Europe, et après aux États-Unis. Mais bien sûr qu'il faut aller aux États-Unis dans notre domaine. D'accord. Et en Europe, donc du coup, au niveau commercial, ça se passe comment vous faites, entre guillemets? On a 2 modes de commercialisation. Un direct, on contacte les entreprises par téléphone, par courrier, par mail. Et puis un mode indirect via les courtiers, qui eux-mêmes ont déjà des relations
avec les DRH des sociétés. Donc, on est en lien avec Mercer, qui va être le premier courtier au monde, avec Diostassi, qui est le premier courtier français. Donc, on a une voie de commercialisation directe et indirecte. D'accord. Alors, on va parler peut-être maintenant un tout petit peu de Belfinance. Je crois que vous avez été introduit en bourse en 2018, c'est ça? En décembre 2018. Il me semble que le cours était autour de 9 euros, je ne sais plus combien trop. 9,30 €, voilà, il me semble. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est à 7,10 €. Bon, il y a eu un petit sursaut l'autre jour, on va peut-être en parler aussi. Juste avant peut-être de parler de ça, justement, avez-vous des concurrents et quelles sont les barrières à l'entrée en Europe et aux États-Unis pour les nouveaux entrants, justement? Et après, on reparlera finance. Les barrières à l'entrée, c'est l'accès aux bases de données. Pour prédire le futur, il faut avoir des bases de données passées avec des historiques. Ces bases de données, elles sont exclusivement dans le secteur académique. Donc en France, à l'INSERM, à l'étranger, dans des universités, Harvard, Cambridge, etc. Donc la barrière à l'entrée, c'est l'accès à ces bases de données académiques. Il est très difficile d'avoir accès à ces bases de données publiques. Le terme est un faux ami, parce qu'en fait, les chercheurs du public ont des conflits d'intérêts à discloser, comme on dit en anglais, à divulguer. Et en fait, donc tous les grands acteurs, Google, etc., ne peuvent pas avoir accès à ces bases de données académiques. Si un chercheur de l'INSERM, mais ça a été le cas, met à sa disposition ces données après DLive, c'est un non-événement. La presse n'en parle pas. Les gens de l'INSERM ne sont pas attaqués, ils n'ont pas été. Si Google toquait à la porte de l'INSERM, c'est pareil à Harvard ou ailleurs, et ben tout d'un coup, ça serait des hauts cris. Donc en fait, on est protégé par le fait qu'on a une antériorité, on a accédé à ces bases de données il y a 20 ans, avant tout le monde, et aujourd'hui, donc notre barrière à l'entrée, notre force, c'est ça, c'est qu'on a eu accès à des bases de données, on a des agréments qui nous protègent, des droits, on a constitué un portefeuille de brevets, etc. On est le premier entrant dans ce domaine. Voilà. Ouais, il me semble que justement, vous avez une base de données quand même assez énorme, parce que je crois que vous avez Cohort 3N, vous avez MyPass, vous avez Wisdom aux États-Unis, c'est ça? Où il y a quand même 500 000 personnes, il me semble. En France, voilà, il y a tout un tas de. Vous avez quand même une grande base de données. On a accès, effectivement. Vous avez accès. Voilà, on n'a pas ces données à nous. Je vais le dire, rassurer tout le monde. On a accès à des bases de données qui, au total, font à peu près 2 millions de personnes. Donc on a des données qui sont sur nos ordinateurs ici, mais qui sont anonymisées. Et la propriété de ces données n'est pas chez nous. Par contre, on peut avoir la propriété des fruits. Voilà. Le terrain n'est pas à nous, mais les fruits peuvent être à nous. En fait, on a. Vous avez le jus. Vous pouvez avoir le jus. On a le jus et même les fruits. Hein. Le jus aussi, d'accord. Mais on n'a pas vraiment des bases de données. Mais on peut avoir une propriété des actifs, des modèles de risque à partir de certaines des bases de données que vous avez évoquées, voire une propriété exclusive. Donc vraiment, notre actif, il est là, dans l'usufruit à partir de ces bases. D'accord. Alors, pour répondre à Marion, l'étude clinique, est-ce que c'est une barrière à l'entrée ou un avantage concurrentiel pour PrediLife? Alors, l'étude clinique, c'est vraiment, c'est les deux. C'est un avantage concurrentiel parce que d'abord, il y a très peu de concurrents. Et le fait d'avoir notre modèle utilisé dans la plus grande étude clinique au monde, c'est vraiment randomisé sur ce domaine. C'est une figure de proue. Ça nous permet d'avoir signé avec des laboratoires. Donc, c'est à la fois une barrière à l'entrée et un avantage concurrentiel, je crois. D'accord. Alors, on va parler un petit peu protection des données parce qu'il y a Serge qui demande les données génétiques des patients qui sont enregistrés donc à la suite de différents examens, des tests et tout ça. Que deviennent-ils? Alors, il y a les données qui ne nous appartiennent pas, effectivement, les données de base académique, etc., que nous récupérons de manière anonymisée. Après, il y a effectivement les bilans de santé que l'on fait, nous, pour des patients, je pense, une entreprise qui nous envoie, un salarié d'une entreprise nous envoie son échantillon de salive. Donc, l'échantillon de salive arrive chez nous, il est renvoyé chez l'Eurofins, qui respecte les règles européennes. À partir de cette analyse de salive, des mesures sont faites et un risque génétique est calculé
qui va être autour de 1. L'échantillon de salive est détruit. Et nous, on ne garde que ce qui nous intéresse, donc les risques de pathologie. Donc voilà, c'est des chiffres, 1,1 pour le cancer du sein, 0,8 pour le cancer du poumon, etc. Donc c'est des données médicales, mais qui ne sont pas identifiantes. Si j'ai vos risques de maladie, je ne peux pas remonter à vous. Alors si j'ai effectivement un bout de salive, je peux remonter à vous. Voilà, donc on garde des données qui ne sont pas identifiantes. Donc je suppose, c'est carrément ça n'a rien à voir, mais que vous êtes hyper bien protégé contre le vol des données. Au pire. Alors écoutez, on fait ce qu'il faut. Aux États-Unis, il y a une grande société qui s'appelle 23andMe, qui est dans le giron de Google, donc il ne manque pas d'accès à des spécialistes en cyber, etc. Manifestement, ils ont eu du mal à protéger leurs données. Les hôpitaux qui se font pirater. Donc on fait ce qu'il faut, on est aux normes. Il y a plusieurs systèmes de sécurité, mais je vous dis, les hôpitaux se font pirater. Donc, oui, on en voit très régulièrement. Ouais. Voilà, nous, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on a des données qui ne sont pas identifiantes. Voilà, donc même si des données génétiques étaient prises ici, ça reste difficile. À l'arrivée, vous aurez des chiffres, on ne pourrait rien faire. D'accord. Ok. Bon, alors en attendant, on va revenir un tout petit peu sur l'aspect financier. Donc, je parlais tout à l'heure que vous étiez introduit en bourse en 2018 à 9,30 €. Aujourd'hui, ça vaut 7,10 €, il me semble. Voilà. Et l'autre jour, il y a un petit sursaut suite à une étude donc d'un analyste financier qui a dit strong buy, objectif 25. Donc voilà, bon, c'est revenu à la normale aujourd'hui. Bon, ça c'est une petite parenthèse, mais avant peut-être de parler de ce phénomène-là, est-ce que vous avez des objectifs un petit peu en termes de chiffre d'affaires pour les années qui viennent, peut-être de résultats ou quelque chose? Comment vous voyez les choses pour au moins les 3-4 années qui viennent? Alors, les objectifs de chiffre d'affaires dans les années qui viennent. Moi, je suis assez en accord avec ce que dit l'analyste, qui a fait ses analyses indépendants. On ne communique pas, nous, tellement des objectifs, mais enfin, je suis d'accord avec ce que d'autres ont pu faire. Tant que les remboursements seront faibles, seront inexistants, le chiffre d'affaires restera faible, montant tranquillement. Encore une fois, ce qu'on vend aux entreprises avec des co-remboursements d'assurance privée, ça va rester dans des volumes qui sont faits par rapport à la taille de marché. Par contre, ce qu'on attend, c'est un effet turbo à 4 ans. Au petit moment où les résultats d'études cliniques en matière de cancer du sein vont tomber, les remboursements de différents pays vont venir. Et donc là, on est sur des volumes. Quand un pays rembourse, c'est pour 1 million de personnes. 10. C'est ça. Quand une entreprise le prend, la première année, c'est pour quelques dizaines de personnes. Au bout de 2 ans, une fois que tout est validé, c'est peut-être pour quelques milliers. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on constitue un actif qui est central dans un domaine, le cancer du sein, où on peut être leader au monde de ce sujet. Avec donc une identification de toutes les femmes à risque de cancer du sein dans le monde. Le marché est gigantesque. Et ça, c'est pendant 4 ans. Voilà. Donc d'ici là, on peut faire des démarches de pré-commercialisation, etc. Mais surtout, l'actif se valorise. C'est ça qui se passe. D'accord. Mais vous avez peut-être aussi besoin de financement pour justement pour commercialiser, pour produire. Enfin, je ne sais pas. Je sais que vous avez levé des fonds en 2023, enfin en juillet 2023, aussi en novembre 2023. C'était, je crois, sous forme d'obligation. Voilà. Donc, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez prévu? Oui, on lève des fonds, mais très peu, en réalité. Je vous donne quelques chiffres. La société a levé, là, sur quelques années, à peu près 10 millions. On a un actif qui a été valorisé par d'autres à hauteur de 200 millions. Et j'y reviendrai. Donc, avec 10 millions levés, on a créé une valeur qui est très, très supérieure. Donc, on lève très peu d'argent. On n'est pas une biotech qui dépense. J'ai vu une biotech, tout le monde reconnaîtra, dans le cœur artificiel, qui lève 50 millions par an. Nous, non, c'est 10 fois plus petit. Des études cliniques, elles ne nous coûtent rien. Donc, on lève très peu d'argent. Simplement, on a des frais de fonctionnement parce que, voilà, on démarre les entreprises, etc. Mais les montants restent très faibles. Il faut avoir ça en tête par rapport au ROI, comme on dit, et à la valeur des actifs immatériels, en termes de brevets, etc., qui sont constitués.
D'accord. Parce que quand je regarde un petit peu cette étude, c'est vrai qu'il est prévu comme ça, hein, un chiffre d'affaires pour 2026 de, on va dire, 2,80 millions d'euros, mais apparemment, il y aurait une petite perte, on va dire, de 6. Donc, comment vous expliquez c'est quoi la différence, entre guillemets? Tant qu'on n'a pas les remboursements, on démarche les entreprises, et donc ça nous coûte très cher parce qu'il faut les. Voilà, elles sont Et donc, c'est après, c'est dans 4 ans, c'est ça, c'est à partir de 2027 à peu près, où là, où vous allez percevoir justement les revenus des études, où là, ça va basculer, quoi. Oui, mais même avant, le fait de démarcher les entreprises, d'avoir des remboursements, etc., je vous ai cité tout à l'heure, TF1, Alliance, etc. On constitue une activité, on crée une nouvelle activité en France, mais qui peut être internationalisée. Ça a une valeur. On regarde le chiffre d'affaires aujourd'hui, mais la valorisation d'une entreprise, c'est ses perspectives futures. C'est un peu facile à dire, hein. Mais c'est le cas. C'est le cas pour tout le monde. C'est le cas même pour une entreprise du luxe. Ce que vous achetez, c'est des bénéfices futurs. Quand je vois des PER de 30, sur Hermès, ouais, 33, je crois, comme ça. Voilà, 30 ou même 10. Vous achetez des perspectives futures. Vous n'achetez pas le bénéfice actuel. Bon, quelles sont les perspectives futures d'une société comme PrediLife? On est dans un domaine qui va exploser. Prédire les risques de maladie, chacun comprend qu'il y a un intérêt. Il y a un bénéfice médical gigantesque. On est au carrefour de ce système. Aujourd'hui, ça n'a pas encore fonctionné. Mais on a, je prends une comparaison, on a des terrains au centre de Manhattan. Un jour, il y aura des buildings bâtis ici. Donc, effectivement, si vous dites aujourd'hui, vous perdez de l'argent parce que vous investissez, vous construisez des canalisations, etc., vous avez une vision du monde qui est quand même tronquée. Et les perspectives futures, il n'y a pas que moi qui peut les estimer, hein. Les analystes, etc. Oui, chacun peut le voir. Chacun peut se dire, mais effectivement, je connais des gens qui ont eu des maladies graves, on aurait peut-être pu voir plus tôt. Toutes les métriques consistant à regarder le déficit aujourd'hui ou dans 2 ans, à mon avis, sont pas justes. Voilà, on constitue un actif qui est central, et ça vaut beaucoup. D'accord. Justement, pour souligner un petit peu et appuyer un peu ce que vous dites, c'est vrai, j'ai lu que le diagnostic simplement du cancer du sein devrait s'élever à 5,8 milliards de dollars en 2025, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est assez gigantesque. Alors, juste une petite question de la part de Zagic. Qu'en est-il aujourd'hui des obligations PrediLife? Vous savez, les Océanes émises le 29 juillet dernier, pour l'échéance 29 juillet 2026. Nous avons émis des Océanes de manière très régulière. On a fait 5 opérations à peu près tous les 6 mois. Donc, qu'en est-il? C'est un bon produit. Il est garanti par le fait que justement on crée de la valeur. On lève des Océanes pour 2 millions, mettons, tous les 6 mois. Il faut qu'on ait, avec cet argent, il faut qu'on constitue des actifs permettant de rembourser les Océanes à terme. L'essentiel des Océanes vient à échéance après la fin de l'étude clinique qui arrive, fin 2027. Cette étude clinique, elle a une grande valeur. Voilà, 100 millions, 200 millions, et j'ai deux analyses au-dessus. Donc, la dette que nous avons aujourd'hui, elle est à peu près de 10 millions. Alors, vous avez des actifs qui sont juste à 100 millions. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Il peut y avoir des problèmes de trésorerie, donc il faut refinancer, etc. Mais structurellement, on n'a pas du tout de problème financier. D'accord. OK. Alors, une question complètement différente. Quels seraient les événements ou les résultats attendus, en fait, qui permettraient de déclencher les remboursements des mutuelles en France, l'assurance maladie en France et éventuellement en Europe? Les résultats d'études cliniques. Les protocoles de remboursement qui sont validés par les autorités de santé, la HAS, etc., exigent des études cliniques de phase 3. Ça nous embête aujourd'hui, parce qu'effectivement, les résultats ne sont pas arrivés. Ça nous protégera demain. Ça veut dire que des concurrents qui voudraient avoir des systèmes comparables, on va leur objecter, comme on le fait aujourd'hui à nous, faites une étude clinique sur 50 000 personnes, etc. Voilà. Donc, en attendant les résultats, donc dans 3 ans et demi, on ne peut rien faire. D'accord. Et je pense que quand même, le résultat de l'étude européenne est quand même un peu primordial, puisque c'est au niveau européen. Primordial et unique. C'est une étude, alors, encore une fois, sans comparable en Europe et même dans le monde. Donc, l'Union européenne n'en financera pas une deuxième. D'accord. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure,
vous avez levé à peu près 10 millions. Aujourd'hui, vous êtes valorisé, enfin plus ou moins 200 millions. Vous allez dire, je vais expliquer pourquoi vous valorisez 200 millions d'euros. Alors, on est valorisé 200 millions d'euros quand vous regardez les perspectives de marché. Je vais vous faire le calcul de manière très simple. Notre test de prédiction du cancer du sein, il a vocation à s'adresser à toutes les européennes, au minimum. Mais je vous le fais juste avec les européennes. Les européennes, depuis 40 ans, il y en a 100 millions. On ne va pas passer 100 millions de femmes d'un coup, sur plusieurs années, mais mettons 10 millions par an. Ça dure quelques années, puis elles ne feront peut-être pas toutes, la moitié font les dépistages. En tout cas, on est sur quelques dizaines de millions de femmes qui devraient bénéficier de ça. Ce n'est pas quelques millions, parce que si c'est quelques millions, sur 100 millions, ça veut dire que ce n'est pas intéressant. Finalement, ce n'est pas une bonne idée. Or, ce projet européen, il est porté par la Fédération des centres anticancéreux en France, Unicancer, Gustave Roussy, par les premiers centres anticancéreux en Europe, par Cambridge, etc. Il y a plein de monde qui porte ça. La communauté de la cancérologie du sein porte ce projet. Bon, c'est pas que moi qui dis que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée et identifier les risques de cancer du sein des femmes, c'est manifestement une bonne idée. Donc, on a plusieurs dizaines de millions de femmes qui vont bénéficier de ça. Avec un test de l'ordre de 100 €, quand vous multipliez les deux, vous voyez que vous avez plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Bon, alors on peut toujours dire, c'est pas sûr, c'est demain, on met des taux d'actualisation, des professionnels l'ont fait. Je renvoie à la note chez Extenso, où on a fait faire aussi ces analyses par une experte en évaluation financière auprès de la Cour d'appel. Bon, vous arrivez, quand vous avez quelques milliards à terme, vous actualisez aujourd'hui, vous êtes sur quelques centaines de millions. Voilà, chacun peut faire les calculs. Et donc, on a communiqué des valorisations, on a communiqué les plus faibles. Parce que pour être franc, valorisation, moi j'en ai 4. On a communiqué les deux plus faibles. Une qui est à 100 millions, faite par une Extenso, et donc ça donne 25 € par action. Une autre par Sorgem, donc voilà, une experte auprès de la Cour d'appel, qui donne 200 millions, ça fait 50 € par action. J'en ai encore deux autres qu'on n'a pas communiquées qui sont au-dessus, peut-être par des gens sérieux. Bon, voilà. Vous avez les chiffres, chacun peut faire des multiplications. Quand vous avez des millions de personnes qui peuvent être touchées, vous avez quelque chose qui ne vaut pas 20 millions. Ça vaut toujours quelques centaines de millions. C'est comme ça. C'est pas les méthodes de DCF, etc., des tableaux Excel qui sortent des résultats faux. Les chiffres sont là. Donc moi, je ne défends pas 200, je défends les ordres de grandeur. Alors du coup, hormis le pic l'autre jour, suite à l'annonce, parce que chaque fois qu'il y a une annonce, bien évidemment, il y a des pics de volume et des machins, mais comment on explique qu'aujourd'hui, elle stagne, on va dire, à 7, alors qu'avec des perspectives, c'est vrai elle devrait continuer, elle devrait repartir du coup, elle devrait rester au moins au-delà de 10, déjà à la base. Moi, j'ai pas d'explication. Hein. Moi, je suis du côté, je dirais, de l'industriel. Hein. Voilà ce qu'on a. Chacun peut vérifier. Vous tapez Mamoris, vous voyez les essais cliniques, les multiplications, chacun peut les faire. Après, il y a des gens qui aujourd'hui vendent à 7. Je ne sais pas pourquoi ils vendent. Je ne peux pas vous dire. Ils vendent, ils ont peut-être besoin d'acheter une voiture ou je ne peux pas vous dire. Et vous savez mieux que moi. C'est des phénomènes de liquidité, phénomènes de place, etc. Quand il y a une trop grande discordance entre le cours de bourse et la valeur, les gens se demandent pourquoi. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi les autres ne le croient pas? Moi, quand j'en parle avec des gens, ils ne contestent pas le fond. Ils disent, mais oui, mais ça vaut manifestement plusieurs centaines de millions. Et ils prennent leur téléphone, la grande Boursorama, Bourse Direct. Mais pourquoi ça vaut 20 millions? Et ils n'achètent pas. Alors, nous, on n'a pas le droit de donner de conseils. Hein. Mais bon, voilà. Mais bon, oui, bon, non, c'était simplement une question parce que c'est vrai, bon, elle ne s'est pas écroulée. Hein, ça ne vaut pas un centime ou un euro. Hein. Ça valait 9,30. Après, bon, là, l'autre jour, il y a eu le pic sur l'annonce. Après, ça en vaut 7. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai une question d'une personne qui apparemment me dit, voilà, mais pourquoi, s'il n'y a pas de problème, pourquoi vous n'avez pas remboursé la première tranche obligataire? Non, on n'a pas de problème financier structurel, c'est-à-dire que la dette par rapport à nos actifs est beaucoup plus faible. Néanmoins, vous avez des questions de liquidité. Vous pouvez avoir un actif, mais à un moment, il peut ne pas être monétisable. Vous pouvez avoir un appartement qui vaut beaucoup, un prêt qui ne vaut pas grand-chose,
Mais à un moment, si le marché des appartements est grippé, vous ne pouvez pas le vendre. Donc il n'y a pas forcément de problème financier structurel, mais donc, dans ces cas-là, si vous avez un actif qui n'est pas liquide à tel moment, il est bon de proroger le prêt. Donc c'est ce qui a été proposé aux porteurs d'obligations qui ont accepté la logique. On leur a expliqué les choses. On leur a dit, écoutez, si on vous rembourse aujourd'hui en cash, c'est pas une bonne idée. On va épuiser les ressources de la société. Si on vous rembourse en actions, elle va dévisser. Ça va diluer. Ça va surtout dévisser. Oui, bien sûr. Pas bon pour vous. Donc on a proposé aux porteurs d'obligations de proroger jusqu'à la fin de l'étude clinique. Et ils ont compris. Ils ont voté à 75% pour. Voilà. D'accord, bon voilà. Alors, comment avez-vous valorisé Mamorisc et avec quelles hypothèses? Demande Serge. Donc, comment on a valorisé? Donc, c'est des méthodes qui ont été faites à partir d'actualisation des cash flows futurs. C'est ce que je vous disais. On dit on a des millions de femmes. Donc après, la note d'analyse est publique. Le rapport de. Oui, je l'ai sous les yeux. Voilà, voilà, le rapport de l'expert en valorisation n'est pas public, mais il y a un communiqué de presse qu'on a fait de manière conjointe. Donc on dit, sur la cible qui est en Europe, on va toucher 1 million de personnes la première année, puis 10, etc. Donc il y a des gens qui font des méthodes avec des chiffres d'affaires prévisionnels, et après on actualise ces cash flows avec des hypothèses donc, de taux d'actualisation qui sont de 16,5 dans le cas présent. Voilà, 16,5, donc l'expert a pris 18, bon, je ne discute pas les chiffres. Hein. Voilà, mais moi j'invite chacun à faire ses calculs lui-même. Est-ce que ça peut ne pas marcher? Voilà, bon, vu, on travaille encore une fois avec 8 cancers, etc., ça peut ne pas marcher. Bon, parce que là, toutes ces chances sont trompées. Si ça marche, quelle est la taille de la cible? Combien ça vaut? Chacun peut faire les calculs. Hein. Oui, d'accord. Bon, donc ça, c'était pour répondre à une ou deux questions. Je ne sais pas, je vois que le temps passe vite. Bon, il reste encore peut-être un tout petit peu de temps. Est-ce que vous voulez peut-être résumer un tout petit peu peut-être les développements peut-être pour les années à venir? Bon, on sait qu'on a insisté sur Mamorisc, qu'on a insisté sur l'étude européenne, donc où il y aura les résultats à partir de 2027. Mais d'ailleurs, là-dessus, vous n'êtes peut-être pas le seul en Europe à être intéressé sur ce segment. Si vous êtes, il y a peut-être des concurrents, peut-être même américains, qui vous seraient intéressés pour pénétrer l'Europe, non? Qui sont peut-être plus gros que vous. L'étude clinique européenne, elle est incontournable. Il y en a une seule en Europe. Donc, si un concurrent américain a fait des travaux à partir d'une étude américaine, il faudra quand même que ces travaux américains, mais on connaît les concurrents américains, il faudra quand même qu'ils prouvent l'efficacité de son test. Cette étude clinique, encore une fois, je le dis, elle est unique au monde. Notre test, c'est le seul test utilisé en population générale dans la seule étude clinique au monde. On est incontournable. Il ne peut pas y avoir un concurrent qui arrive, et encore une fois, il faut qu'il passe par ces systèmes de validation d'études cliniques. Donc, on est incontournable. Quelles sont les perspectives pour les années qui viennent? On constitue des actifs en matière de médecine prédictive, en matière de cancer du sein, en matière de cancer de manière plus large. On a accès à des bases de données, on a de premiers modèles de risque. On va, à mesure que l'on propose ces modèles à des personnes, on va pouvoir les suivre, améliorer l'efficacité de notre modèle, montrer que ça baisse la sinistralité, comme on dit, en gros de 20%. Ça veut dire, j'évalue le risque de salariés, d'assurés, j'identifie les maladies plus tôt, je baisse les maladies graves de 20%. La valeur ajoutée médicale, financière est considérable. Donc, ce qu'on fait, on constitue une offre, là, on valorise nos actifs de manière très progressive. Tout ça va s'installer dans le paysage. On a passé 1000 personnes, ça va être remboursé ici, de là, en France, à l'étranger. C'est une aventure qui démarre au plan commercial et financier. Donc, les perspectives que je vois, moi, j'ai lancé la société il y a 20 ans. Il y a eu une aventure de recherche scientifique jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une aventure commerciale et financière demain. Donc, les perspectives, elles sont florissantes parce qu'il y a très peu de risques d'échec dans ce projet. On voit bien qu'au plan médical, pré-galérisme, c'est une bonne idée, c'est très simple. Voilà. Les effets secondaires à attendre d'études cliniques, il n'y en a pas.
effets secondaires négatifs. C'est pas les traitements invasifs. Vous pouvez pas avoir des effets délétères sur d'autres organes que le sein. C'est pas possible. Donc, le bénéfice sera simplement plus ou moins important. Mais il va être important. Chacun comprend bien, je pense, à partir de son expérience personnelle, que regardez si les gens sont partis sur une mauvaise trajectoire ou pas, ça génère un bénéfice très fort. Donc, ça va marcher. Ça marche déjà scientifiquement. Le fait que l'on commercialise auprès de la Piété Salpêtrière, l'hôpital américain, TF1, etc., Alliance, ça montre que ça marche scientifiquement. C'est en train de s'installer dans le paysage à mesure que les financements, les remboursements arrivent. Ils commencent à arriver. Et donc, les perspectives médicales, commerciales, financières, pour moi, elles sont gigantesques. On parle encore une fois, on parle de dizaines de millions de personnes avec des tests, des bilans vendus 100 €, 200, 300 selon ce qu'on fait. Et pour moi, on est sur des volumes de chiffre d'affaires à terme qui doivent être en milliards. Voilà. Les multiplications le disent. Ok. Alors, je vais vous poser 2 questions brutes. Je vais juste les lire et vous allez pouvoir y répondre. Alors, la première, c'est de Giuliano qui dit « En fin d'année, la société n'a plus de moyens financiers. Quelle piste avez-vous » Et la deuxième, c'est de Raphaël. « Si vous croyez à la valorisation de 200 millions d'euros, pourquoi avez-vous vendu des titres à 24 ?» Oui, alors, je commence par la première question. La société a un horizon de trésorerie qui est de l'ordre de 12 mois. Elle a toujours un horizon de trésorerie de l'ordre de 12 mois. Quand vous prenez des sociétés de biotech, on n'est pas dans la biotech, mais enfin, on n'est pas très loin. L'horizon de trésorerie moyen est de 6 mois. Donc, il faut faire des opérations de refinancement régulières. C'est ce qu'on fait. Donc là, il n'y a pas d'angoisse particulière sur la trésorerie, encore une fois, par rapport au secteur d'activité dans lequel on est, qui est d'abord cash consuming avant de percevoir les revenus. Voilà, ça c'est le monde de la santé en général. Vous dépensez et puis à un moment où vous avez le remboursement, après ça rapporte. C'est comme ça pour tout le monde. Donc, et encore une fois, voilà, on est dans une situation normale. Après, pourquoi est-ce que j'ai vendu des actions à 24 ? Donc, quand on a diffusé les analyses, c'était le 2 mai, les ordres d'achat se sont accumulés sur le marché. Moi, je les ai vus sur le portail. Donc, l'action était à 5 le matin. Et donc, vous avez des fourchettes de cotation qui sont prévues par Euronext. C'est plus ou moins 10%, plus ou moins 10%, plus ou moins, etc., etc. Ouais. Voilà. Donc, le matin à 9h, il y avait des ordres d'achat qui étaient accumulés. Et donc, la fourchette, elle était un compte. Oui, ça s'appelle des ordres au mieux. Ils n'ont pas donné les investisseurs n'ont pas donné des ordres à cours limité. Ils ont tous voulu acheter, genre, au mieux, au marché. Donc, voilà. Donc, il y avait beaucoup d'ordres au marché. Et donc, sur Euronext, vous avez une plage de cotation qui était entre 4 et 6. C'est ça, parce qu'il y a des plages de fluctuation. Voilà. Bon, ça ne s'équilibrait pas. Vous avez des acheteurs, il n'y avait pas de vendeurs. Donc, la plage est montée entre 5 et 7, entre 8 et 10, etc. Elle est montée toutes les demi-heures. Bon. Et le cours ne s'équilibrait pas. Donc, vers midi, il n'y avait toujours pas d'équilibre. Et donc, quand il n'y a pas d'équilibre comme ça, le cours cible, le cours d'ouverture, continue à monter. Bon, alors, vers midi et demi, le cours d'ouverture prévisionnel était à 28 pour un objectif de la note de 25. Ça ne s'équilibrait pas. Bon, là, je lui dis, on a un problème. Donc, il n'y a pas assez de vendeurs, parce qu'on a un flottant assez faible. Donc, moi, j'ai vendu. À ce moment-là, j'ai répondu à la demande du marché, j'ai vendu. J'ai mis un cours à 24. J'ai déclaré effectivement ça après à l'AMF. À l'AMF, comment on doit le faire. Donc voilà, moi j'ai vendu à 24 parce qu'il fallait que quelqu'un vende. Sinon, il n'y avait pas de cotation et ça continue à monter. Donc voilà, j'ai vendu à 24. J'ai acheté beaucoup. En fait, vous avez assuré un peu la liquidité en contrepartie. Voilà. Bien sûr. Donc moi, je trouve que ce que j'ai fait, c'est bien. Heureusement que j'ai vendu à 24. Sinon, ça aurait bien fini par côté. Mais enfin, je n'ai pas à quel prix. Donc voilà, c'est à moi d'assurer un peu de liquidité sur le marché. J'ai 40% des actions. Donc vendre quelques titres à 24, c'est pas beaucoup. Moi, je ne suis pas en train de désengager de la société. Je le dis à tous les particuliers qui peuvent se dire, c'est quand même embêtant si le dirigeant se désengage. On va retrouver d'autres informations.
qui rappelleront tout l'argent que j'ai mis dans la société en investissant. J'ai investi beaucoup plus que ce que j'ai vendu. Voilà. Vous êtes venu juste équilibrer l'offre et la demande, parce que sinon, aujourd'hui, Santo ne compterait toujours pas. C'est ça. Vous êtes venu. Mais oui, à midi et demi, on était loin de l'équilibre. Il fallait bien que quelqu'un vende. Et on n'a pas assez de flottants. C'est exact. On a 30% de flottants, c'est pas assez. Et moi, j'ai beaucoup d'actions par rapport à d'autres sociétés. Voilà, 40%, c'est beaucoup quand même pour une société cotée. Donc, il n'y a pas de problème à ce que je vende un peu. Si ce n'est pas un désengagement. Moi, c'est le projet de ma vie professionnelle. Je ne suis pas du tout en train de me désengager. Ok. Non, mais c'était simplement pour répondre à un participant qui a dû suivre. Je l'ai déclaré. Qui a dû suivre la journée un peu spéciale de Freddy Live ce jour-là. Alors, juste, parce que je vois que le temps passe vite, alors on va peut-être prendre 2-3 dernières questions. La France a un budget de prévention en matière de santé publique très faible, moins de 5%. Comment pensez-vous lever ce blocage à l'avenir pour obtenir les remboursements des tests de la part de l'assurance maladie à la recherche d'économies? Après l'étude clinique, voilà. Il y a de bonnes idées. Il y a un point de bascule, c'est l'étude clinique. Ah oui. Moi, j'ai enseigné ça quand j'étais à l'université. Pour rembourser les médicaments, c'est l'étude clinique, vous avez 2 groupes, etc. Vous avez des chiffres. Les protocoles sont les mêmes partout. Les autorités sont habituées à attendre l'étude clinique parce que vous pouvez avoir des bonnes idées, etc. Maintenant, comme on dit, c'est les anglo-saxons, show me the data. Voilà. Quels sont les résultats d'études cliniques? C'est ce qu'on appelle la vie anglo-saxon l'evidence-based medicine, la médecine fondée sur les preuves. Et c'est des preuves sur des études cliniques, comparaison entre 2 groupes, etc. C'est incontournable. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Voilà, c'était encore pour répondre à Serge. Concernant le cours de la valeur, on a répondu à qui? C'était Raphaël. Voilà. Écoutez, je ne sais pas trop s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. En attendant, on va peut-être faire un tout petit résumé. On va peut-être conclure, Stéphane, si vous voulez bien. Et s'il y a deux questions qui viennent s'intercaler, je vous la poserai. Sinon, simplement, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire aux porteurs d'obligations, aux actionnaires actuels, peut-être aux actionnaires futurs. Pourquoi investir éventuellement dans Predi Life, voilà, pour ceux qui ne sont toujours pas encore aujourd'hui actionnaires. Moi, ce que je peux dire aux personnes, si vous avez l'impression que votre médecin vous permet de faire de la prévention, si vous avez l'impression que votre santé est prise en main, n'investissez pas dans Predi Life. Voilà, vous n'avez pas besoin, mais c'est rare. La plupart des gens, effectivement, se rendent compte, je crois, qu'aujourd'hui, la maladie peut survenir et que c'est souvent trop tard. Voilà, si vous faites ce constat à titre personnel, qu'effectivement, il y a un intérêt médical, réfléchissez à ce qu'on fait. Parce que s'il y a un intérêt médical, il y a un intérêt économique, il y a un intérêt financier derrière. Et voilà, on est incontournable dans ce paysage. Vous pourrez facilement le vérifier. Il n'y a pas d'offre aujourd'hui. Vous pouvez vérifier facilement qu'on est vraiment au centre du système en matière de cancer du sein, que le cancer du sein, c'est la maladie la plus importante chez les salariés, parce que beaucoup de gens jeunes, ce qui n'est pas le cas de cancer. Vous pouvez vous faire votre idée très facilement. Donc moi, c'est ce que je dis aux particuliers. Par rapport à des sociétés de biotech ou même industrielles, vous avez du mal à voir ce qu'ils font exactement, à comprendre, si vous n'êtes pas vraiment du domaine. Nous, ce qu'on fait, c'est simple à comprendre. Donc, faites-vous votre idée. Beaucoup de gens ont acheté des actions, parfois ont mis une centaine de milliers d'euros ou 3 millions, simplement parce qu'ils ont compris ce qu'on faisait. Donc moi, j'invite à chacun à comprendre et à se dire, mais voilà, peut-être que vous pouvez comprendre que ça vaut beaucoup et que le marché ne l'a pas vu. C'est pas parce que les autres se disent qu'à 7, ils vendent, que vous ne devez pas acheter à 7. Voilà, faites-vous votre propre opinion. Et c'est ce qui s'est passé, je crois, le 2 mai. C'est-à-dire qu'on a communiqué le résultat de l'analyse, je crois que c'était le 30 avril, c'était un jour férié. Les gens ont analysé les choses tranquillement et ils se sont dit que ça valait la peine d'acheter. Ils ont eu raison. Alors que souvent, on regarde si l'action n'a pas déjà monté pour se dire je vais suivre le mouvement. Mais non, il faut anticiper. Nous, c'est ce qu'on fait à titre médical. Anticiper, regarder loin pour prendre des décisions aujourd'hui. C'est valable en matière de santé, c'est valable en matière médicale. Voilà, c'est ce que je dis aux gens. D'accord. Alors, juste pour les personnes qui sont présentes, si il y a un jour une annonce comme ça,
que ce soit sur PrediLife ou une autre valeur, le mieux, c'est quand même ça, je parle en tant que responsable des formations chez Bourse Direct, c'est de passer un ordre à court limité pour éviter, parce que si vous avez vendu à 24, bien évidemment, il y en a qui ont acheté à 24, etc. Donc, voilà, pour les personnes, passez plutôt un cours à court limité. Maintenant, Stéphane, il vous a donné peut-être tous les arguments pour vous faire donc votre propre opinion. J'ai encore une dernière question. Est-ce que les obligations à échéance le 27 juillet 2026 vont se passer sans problème? C'est dans 2 ans, en 2026. En 2 ans, il faut essayer énormément de choses. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un actif qui vaut beaucoup d'argent. On va essayer de l'utiliser au mieux pour se financer d'ici là. Les obligations que vous évoquez, elles sont d'un volume entre 2 et 3 millions de remboursement dans 2 ans. Pour un actif qui vaut 200 millions, si on arrive à nantir ça, à faire des partenariats, des crédits en face, normalement, ce sont des petites sommes. Si on arrive vraiment à monétiser notre actif. Voilà, donc il y a un peu d'ingénierie financière à faire, mais voilà. Sur le fond, je crois qu'il n'y a pas de souci. Et encore une fois, j'invite chacun à se faire sa propre opinion. Moi, j'ai une petite question. Avec la hausse des taux qu'il y a eu, il y a pas justement, ça c'est pas un petit peu contraignant pour l'activité, ou comment ça se passe justement pour les refinancements et tout? Parce qu'avant, c'était 0. Maintenant, sur le 10 ans, on est à 3 en France. Dans des pays, on est un peu plus élevé, un peu moins pour l'Allemagne. Mais donc, justement, les refinancements coûtent un petit peu plus cher. Donc, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Nous, on a fait des émissions avec un taux de 7% initialement, il y a 3 ans. On en a refait avec un taux de 8,5 là, il y a quelques mois, 8,5 par an sur 5 ans, ça fait 50%. Donc, vous êtes à peu près à 4 points, 4,5 au-dessus de l'OAT, quoi, on va dire. Pour moi, très franchement, c'est des taux très faibles. Le domaine est en croissance explosive. On pourra avoir des taux largement supérieurs. Voilà. Quand vous prenez la valorisation de l'actif, encore une fois, c'est pas que moi qui le dis. Quand vous prenez la cible à 4-5 ans par rapport à aujourd'hui, on doit avoir des chiffres qui sont très supérieurs. Les taux d'actualisation que j'avais évoqués tout à l'heure étaient de 16%. Bon, ça veut dire un actif qui vaut 200 millions aujourd'hui, dans 1 an, il vaudra 16% de plus. Donc, on pourrait faire des émissions à 16%, sans problème. On les fait à 8. On gagne de l'argent. Donc, la hausse des taux, pour nous, elle reste très faible. Alors, j'ai encore une question. C'est toujours sur les obligations, mais je pense que vous avez déjà répondu. Hein. Vous allez me confirmer ou pas. Pourquoi vous avez voté donc la résolution? Je crois que vous avez déjà répondu tout à l'heure, interdisant le remboursement à anticiper des obligations. On a interdit. Non, on a proposé une prorogation de ces obligations. Et on n'a pas interdit le remboursement anticipé. C'est-à-dire qu'on ne rembourse pas automatiquement au mois d'avril, mais ceux qui ont eu leurs obligations prorogées pendant 5 ans peuvent, tous les mois de novembre, y compris là, novembre 2024, peuvent convertir leurs obligations en actions. Le cours qui est proposé au mois de novembre, c'est 7 €. L'action est à 7. Donc ceux qui veulent se rembourser en novembre peuvent se rembourser en novembre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais sinon, c'était la prorogation, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. C'est prorogé pendant 5 ans, mais avec des possibilités de sortie tous les mois de novembre. Donc les gens ne sont pas scotchés pendant 5 ans. Ils peuvent. On aurait pu les rembourser là fin avril, mais encore une fois avec des risques de baisse de cours de l'action. Mais ceux qui veulent sortir vont pouvoir le faire au mois de novembre. Voilà. Ok. Bon, ben voilà, comme ça c'est clair. Donc vous pouvez, si vous voulez sortir au mois de novembre, il n'y a pas de problème. Dit Stéphane. Non mais c'est pas seulement dit Stéphane, c'est dans les termes et conditions, etc. Il y a des possibilités de conversion en action à 7 €. Voilà, ça. Oui, non, mais bon, voilà. Enfin, de toute façon, vous avez répondu à la question. Écoutez, je vois qu'il est 15h39. Ça fait déjà maintenant plus d'une heure, 1h10 que nous sommes ensemble. Déjà, merci à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire, qui ont écouté. Écoutez, juste encore une fois, pour clore vraiment le webinaire,
Un petit dernier mot, Stéphane, et puis je libère tout le monde. Écoutez, moi, je remercie tous ceux qui nous ont fait confiance, puisque cette société a été financée par des particuliers qui ont mis 10 euros ou 3 millions pour certains d'entre eux. C'est un projet auquel je crois. J'invite chaque particulier à se faire sa propre idée. Ceux qui ont acheté à 24, ils ont acheté sur une valorisation qui a été calculée par Inextenso. La valorisation qui a été faite par l'expert de la Cour d'appel était le double. Donc voilà. À un moment, le cours de l'action est inférieur à ce qu'il a pu être. Moi, j'avais des gens qui se plaignaient quand l'action était à 4, et puis aujourd'hui, elle est montée à 24, elle est à 7. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, et les perspectives sont immenses. Donc je remercie chacun pour sa confiance, et très sincèrement, et moi, mes intérêts sont alignés avec ce que je dis. Je crois que l'avenir est plutôt prometteur. Voilà. Ok. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci Stéphane. Et puis, du coup, peut-être un autre webinaire pour faire le point un petit peu plus tard. Comme ça, on pourra suivre l'évolution un petit peu, que ce soit de la société et du cours de l'action, parce qu'il y aura peut-être aussi plein de choses à dire. D'accord ? Peut-être. Je suis parfois le premier surpris. Hein. Voilà. Non, mais la bourse, vous savez, c'est comme ça. Il y a aussi beaucoup d'aléatoires. Allez, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Excellent après-midi. Puis peut-être à bientôt, Stéphane, pour notre webinaire. Merci, Christian. Merci à tous. Predi Life. Allez, au revoir. À bientôt.